Vas-y. Bon, bonsoir tout le monde, je m'appelle Emmanuel de Monténard. Je vais vous présenter un petit topo sur le chevalier Charles Déon de Beaumont, ainsi que sur ses actions, enfin orientées sur ses actions du secret du roi, et non sur les divers scandales qu'il y a pu avoir autour de ce personnage haut en couleur, on en reviendra. Euh, J'en profite tout d'abord pour me présenter. Je suis expert en orfèvrerie et en d'autres sujets auprès des commissaires-priseurs et de particuliers euh, dans le marché de l'art. Et je fais partie d'une association des Amis du Chevalier Déon à Tonnerre, où se tient l'hôtel particulier. Euh, voilà, donc nous sommes par exemple en train de préparer une exposition le 10 juin qui aura lieu à l'hôtel du Chevalier Déon, visant à reconstruire une table, justement dans la période où il va y être, entre 1779 et 1783, nous y reviendrons. Et voilà. Donc Charles Déon de Beaumont est un personnage qui naît au début du XVIIIe siècle dans une famille aristocratique de province. Il faut savoir qu'il a publié lui-même une généalogie, enfin il l'a fait publier en 1779 justement, avec une théorie remontant à Éon de l'Étoile, qui est un grand hérétique, un grand publicateur d'hérésie breton du XIVe siècle. Euh, et ce Théon de l'Étoile est un personnage très connu qui aurait migré dans la Bourgogne, et la famille Déon s'inscrit à Tonnerre dès la fin du XVIe siècle, et donc il avait pu retranscrire ça. Cette généalogie, c'est une généalogie qui s'est transmise, qui leur a permis d'asseoir une notabilité dans le coin, hein. Il faut savoir que du coup, euh, Déon naît à Tonnerre dans l'hôtel d'Uzès, qui est le bâtiment de luxe de la région, hein, du Chablaisy, qui est un hôtel de la Renaissance, magnifique. Il est le fils du maire, qui est aussi avocat, donc il n'est pas dans un grand milieu, mais pas dans un petit non plus, hein, dans une famille aisée. Il est dans une famille assez nombreuse. Euh, on le raconte, mais ça il le dira lui-même, hein, donc après ça diffère de la réalité, qu'il serait né coiffé, c'est-à-dire sans sexe reconnaissable. C'est l'expression qu'on donne à ces enfants qui justement en fait naissent avec tous les organes euh, présents, et donc il va dans son autobiographie à la fin de sa vie, pour jouer un peu euh, du doute des gens qu'il a réussi à semer au cours des dernières décennies, raconter il est né coiffé. Voilà. Son autobiographie d'ailleurs s'appelle Les loisirs du chevalier Déon, parce que justement en fait c'est son loisir de se déguiser. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est qu'il naît en 1728, et très tôt on décèle chez lui une grande intelligence. Il parle très vite plusieurs langues, ce qui est rare en province à cette époque. Dans les années 40, en 1743 pour être précis, il est envoyé en études à Paris, chez un de ses oncles, qui s'appelle Déon aussi, et rentre au collège Mazarin. Alors le collège Mazarin, aussi appelé collège des Six Nations, est un collège créé recevant 60 élèves maximum, triés sur le volet, présenté avec du coup un concours d'entrée très sélectif. Il a une dizaine d'années, hein, enfin une quinzaine d'années, et il rentre avec brio. Au total, il finira par parler 6 langues à 21 ans, finir vraisemblablement son doctorat à 21 ans, et donc avoir une prescription, puisque on ne pouvait normalement recevoir le diplôme de droit civil et canon qu'après 25 ans, et du coup il va recevoir en 1748 une dispense d'âge. Donc en fait en 5 ans il a passé l'équivalent du doctorat. Il reçoit une petite dispense d'âge pour lui, parce qu'il est trop jeune pour être avocat officiellement, et donc la Cour reconnaît son intérêt. Donc là déjà, premier fait, c'est un génie. C'est un génie, en tout cas d'un point de vue technique, c'est incontournable. Entre autres, il est aussi un fin escrimeur, hein,
considéré comme première épée de France parmi les concours d'escrime de Paris, à 21 ans toujours. Grand cavalier, hein, on dit de lui qu'il va faire les chasses à Rambouillet et qu'il est souvent le meilleur cavalier. Et il écrit en 1753, donc en 48 il a 21 ans, ça vous laisse imaginer que du coup je suis nul en maths, mais il a 28 ans à peu près, quand il écrit un traité de géopolitique qui s'appelle Considérations historiques et politiques sur l'analyse technique des différents statuts des royaumes d'Europe et sur les influences qu'ils ont sur le Nouveau Monde. Voilà, donc pour vous dire, le gars c'est une pointure. Il est sorti de nulle part, tout le monde le repère. Il est d'ailleurs du coup pris sous les ailes du prince de Conti, qui est un prince de sang, hein, qui est un proche du roi, mais qui tout simplement est un de ses cousins. Et très mondain, le prince de Conti va l'inviter à de nombreuses soirées. Le prince de Conti n'est pas n'importe qui. Le prince de Conti, c'est à cette époque celui qui dirige le secret du roi. C'est donc tout naturellement que Déon va, en fait, sans le savoir, déjà rentrer dans ce monde qui est secret, qui est totalement interdit de mentionner, etc. Et c'est très probablement, d'ailleurs, ce prince de Conti, en 1751, lorsqu'il le nomme censeur royal, qui lui donne cette charge pour avoir un contrôle et une charge qui lui permettent d'aller à Versailles sans éveiller le moindre soupçon. Donc, en 1751, il a déjà écrit plusieurs choses, il est déjà reconnu, connu. Il a aussi écrit un traité de mathématiques en 52. C'est un homme touche à tout, langue, littéraire, mathématicien, voilà. Et l'anecdote est que lors d'une soirée, du coup, invité par sa cousine, la comtesse de Rochefort à Versailles, donc pas au château, hein, bien entendu, mais à l'hôtel de Rochefort, il a l'amusement de s'habiller en femme, parce qu'il était totalement imberbe, il mesure 1m68, donc le déguisement fait effet, tout le monde le prend pour une jeune femme, il se fait appeler d'ailleurs Lily de Beaumont. Et Louis XV s'incruste à la soirée et essaye de draguer la minette. Il se trouve que Déon se retourne et dit « Sire, vous vous méprenez, je ne suis pas celle que vous croyez. » Louis XV se ressaisit et le lendemain, Déon est convoqué à Versailles. Voilà. Vraisemblablement, c'est à ce moment-là que le roi, ayant réfléchi toute la nuit, lui aurait confié justement cette dure tâche qui va venir, puisque on va parler du secret du roi et du coup des missions. Et la première mission nécessitait un agent infiltré féminin. Voilà. Donc, pour rappeler un petit peu les bases, puisque là je vous ai raconté du coup la genèse de Déon, maintenant on va parler un peu du secret du roi et donc la genèse du secret du roi. Le secret du roi s'est fondé par Louis XV, on ne sait pas trop quand, mais dans les alentours de 1722, un réseau de 32 personnes, donc c'est un cercle vraiment très petit, qui va durer jusqu'à la Révolution française. Il est totalement secret jusqu'en 1774, date de l'intrigue du duc d'Argenson, d'Argenteuil, ça doit être une faute dans mes notes. C'est uniquement financé par la cassette privée du roi, donc il n'y a aucun fonds qui filtre, que ce soit par les économies, les différentes chambres, c'est le roi qui paye lui-même de sa propre argent. Et il place, alors successivement, plusieurs noms. D'abord le prince de Conti en 1752, puis viendra Tercier, hein, dont nous parlerons un peu plus en 1760. Ensuite, il y aura Choiseul, puis un certain nombre de personnes, mais après, ils ne nous intéresseront plus. Voilà. Et donc, on est du coup en 1752, le prince de Conti est nommé au secret du roi. Louis XV découvre l'existence de ce Déon, a cette idée extraordinaire. On est à la veille d'une guerre imminente, puisque le royaume de Prusse prend une ampleur considérable, notamment par la nouvelle alliance qu'il vient de conclure, le nouveau mariage qui vient de se conclure, qui fait la réunion entre ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne
la Prusse orientale et la Prusse occidentale, hein, excusez-moi, en fait, c'est pas on l'appellerait aujourd'hui, ça s'appelait déjà à cette époque comme ça. Et donc, le roi a peur, notamment qu'il entend dire, justement par un de ses espions, que le roi d'Angleterre, Georges II, prévoit une alliance avec la Prusse. Donc là, il se dit, zut, on va me refaire comme le coup de Charles Quint et d'Henri VIII, on va m'encercler. Donc que fait le roi? Le roi se dit, la seule puissance capable de contourner la Prusse, c'est la Russie. Donc il envoie Déon, sous le nom de Lily de Beaumont, déguisée en femme, pour faire la lecture à la tsarine. Parce que la tsarine, qui se nomme Élisabeth Ier, qui est la dernière de la vraie dynastie des Romanov, puisqu'après elle va faire hériter un de ses neveux, eh bien Élisabeth Ier ne parle pas russe. Élisabeth Ier ne parle que français, comme tout le monde à la cour de Russie. Et donc, elle a besoin d'une Française. Et pourquoi une Française? Tout simplement pour des histoires d'éviter d'avoir un petit bâtard qui naîtrait et qui ferait une esclandre diplomatique. Et elle a besoin d'une petite Française à sa cour qui lui fasse la lecture le soir. D'autant plus que le conseiller, alors je cherche le nom, voilà, Betsoujief Reyoumin, le conseiller de la tsarine, est plutôt pro-prusse. Hein, donc l'idée est de passer dans les mailles du filet, de contourner le chancelier qui a en fait un plein pouvoir quasiment en Russie, et de conclure cette alliance avec la Russie en faisant réaliser à la tsarine que la Prusse est un véritable danger. Il est dépêché à Saint-Pétersbourg en juillet 1755, sous le nom du coup de Lisa de Beaumont, et officiellement ministre plénipotentiaire, masculin le jour, déguisé en femme le soir pour aller lire, pour faire la lecture. Il y fait d'ailleurs tout un réseau énorme, il va y rester longtemps. Il y avait eu aussi un premier rapprochement qui est très important à souligner, puisque à cause de la duchesse de Berry, cette chère Élisabeth Ier de Russie n'est pas devenue reine de France, mais initialement il était prévu qu'elle épouse Louis XV, ce qui aurait du coup vraiment rapproché les deux empires. Mais la comtesse de Berry s'est mis en greffe l'ambassadeur de Russie, et du coup avait fait des pieds et des mains pour écarter la tsarine. Mais du coup, il y avait quand même un petit rapprochement. Elle connaissait Louis XV, elle connaissait sa franchise, parce que Louis XV est un monarque qui est assez franc, assez droit, en tout cas dans ses conversations officielles. Après l'officieux, reste à dire. Voilà. En juin 1756, la guerre de 7 ans éclate avec la Prusse et, au début, la Russie comme alliée, l'Angleterre contre France et Autriche. Et donc, ça commence pas très bien. En moins de 3 mois, Déon réussit à conclure une alliance avec la Russie, dans le plus grand secret, ce qui fait que la Prusse n'est pas au courant, et essaye de revenir par les plus brefs délais à la cour de Versailles. Il est même blessé sur la route, finit, parce que surtout il ne faut pas s'arrêter, il finit 2 balles dans le ventre, mais ne s'arrête pas, et il finit par donner le reste de sa bourse à un pauvre fermier qui passait par là, pour être mis sur une carriole pleine de paille, et être tiré par des bœufs jusqu'à Versailles. Donc il arrive à Versailles en train de se vider de son sang dans sa carriole, prévient le roi met ses dispositions, et le lendemain, Déon est certes encore blessé, mais au garde à vous chez le roi, en lui demandant ce qu'il peut faire, parce que Déon veut absolument servir. Son grand rêve à Déon, c'est d'intégrer les dragons, mais Déon est trop petit. Le roi lui a promis, bien entendu, qu'il deviendrait dragon s'il réussit à servir la France comme il faut. Et du coup, pendant 2 ans, une période de 2 ans, Déon va aider les discussions franco-russes, si bien qu'en 58, de 58 à 60, Déon est officiellement ambassadeur en Russie. Il prend même part au conflit, du coup, dans cette période-là, au sein du régiment d'Autichan. Il est un stratège hors pair, il gagne plusieurs batailles. Il va même gagner une bataille contre les ordres de ses supérieurs, puisque ses supérieurs voulaient rentrer en plein dans
dans la bataille, et Déon dit « Bah non, on va prendre des canons, faire tomber la montagne sur les Prussiens, et arriver par derrière. » Du coup, comme Dautichant lui dit bah, si tu fais ça, je te fais fusiller, Dautichant détestait Déon. La nuit, Déon embarque 4 canonniers, ils font sauter la montagne, et la bataille est gagnée, avec quasiment aucun mort dans le régiment français. Et le roi Louis XV sauve Déon en fait, de la fusillade, puisque le roi Louis XV le nomme capitaine de dragon, officiellement, avec du coup tout l'attirail et une rente à vie, ce qui est très important puisque ce sont les seuls revenus officiels de Déon. Parce que du coup, Déon ne gagne pas d'argent avec le secret du roi. C'est la seule rentrée d'argent de Déon. En 1763, c'est un peu le moment triste, c'est-à-dire que la guerre est perdue. Comme vous l'auriez compris, entre 56 et 63, il s'est passé 7 ans, d'où la guerre de 7 ans. La guerre est perdue, et Déon est envoyé en plénipotentiaire à Londres, donc ambassadeur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, afin de discuter au mieux du traité dit de Paris, qui est le traité de paix, qui va clôturer cette guerre de 7 ans. Et Déon, en bon espion, va réussir à s'emparer de la liste des conditions minimum de signature du traité que désirent les Anglais, et donc sauver le plus possible de choses, puisque du coup il va faire signer le moins de choses, il va faire perdre le moins de choses possible à la France. En l'occurrence, on a cédé, bien entendu, quasiment toutes nos colonies, le reste, de toute manière, seront perdus dans les années qui suivront. Et on y cède aussi notre marine. Alors, on cède, pour être précis, tous les bateaux qui sont d'une certaine taille, puisque les Anglais, n'ayant pas des arbres assez hauts, ne pouvaient pas produire des bâtiments assez grands. Et afin d'éviter de leur céder les navires, on va saborder toute la flotte française devant le port de Brest, afin de faire un petit pied de nez à la marine d'Angleterre. On va perdre aussi beaucoup d'autres choses, notamment des intérêts dans les compagnies des Indes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va se concentrer en histoire de l'art beaucoup plus sur les manufactures françaises comme Sèvres. À l'époque, c'est presque Sèvres. On est encore à Vincennes, mais c'est presque Sèvres, justement parce que on a moins d'apports venus de nos Indes. Alors dans les Indes, on se vengera quelques années d'après. Voilà. Donc il met fin à la guerre de 7 ans, et en récompense, le roi lui donne les ordres royaux. Autre pension, puisque les ordres royaux, qui sont du coup le collier du Saint-Esprit et l'ordre de Saint-Michel, l'ordre de Saint-Louis, pardon, l'ordre de Saint-Michel ayant été soudé avec le Saint-Esprit, sont les reconnaissances absolues dans l'élite aristocratique française à cette époque. Il y a 150 nominés par an, à peu près, pour le Saint-Louis. Non, pour le Saint-Esprit, pardon. Le Saint-Louis est un peu plus courant, c'est pour tous les officiers. Et le roi le charge d'une mission un peu de petite vengeance. C'est, avec un budget minime, s'emparer de l'Angleterre en kidnappant le roi. Voilà. Donc en 1763, Déon reste à Londres, et on lui dit « Tu as 6 mois pour monter un plan d'invasion pour l'Angleterre. » Voilà. C'est péchu, hein. Donc, Déon mène une vie à grand train parce que, en tant que mondain à Londres, il sait se faire apprécier. On aime toujours un Français, surtout dans la gastronomie à cette époque. Le Français, c'est beaucoup de choses, et les Anglais sont friands des réceptions des Français, ce qui lui permet de conclure des alliances. Déon se fait ami de ses ennemis, et du coup permet de rentrer dans tous les petits papiers, se faire recevoir même à Buckingham. À l'époque, ça n'appartient pas à la reine d'Angleterre, je précise, mais ça appartient à son ministre. Voilà, il met en secret, il se déguise en femme, entre guillemets, les week-ends, et fait toute la côte pour cartographier les forteresses qui protègent la Tamise, l'accès à la Tamise. Et déguisé en femme, il se fait même d'ailleurs séduire. Il y a une anecdote qui est racontée dans
dans son autobiographie, du coup, Les loisirs du chevalier Déon, où vraisemblablement le gouverneur de la forteresse vient avec toute sa clique pour séduire la jeune française qui faisait des pastels, des croquis des murailles de sa forteresse. Alors Déon, en fait, du coup, relever toutes les insécurités et en fait prévoit au bout de 6 mois envoie un papier à Louis XV en lui disant donnez-moi 1000 hommes et Londres est à vous. Voilà. Avec 1000 hommes, en fait, il avait trouvé une astuce pour remonter en 48 heures la Tamise, kidnapper le roi, lui faire signer un traité de reddition et récupérer les colonies anglaises, du coup, aux Amériques. Sauf que le roi avait quelques petits soucis avec Déon d'un point de vue finance, puisque son train de vie mondain coûtait trop cher au budget annuel donné aux diplomates, d'autant plus qu'on a perdu la guerre, donc on n'a plus de thunes. Et donc Déon est, pour la première fois de sa vie, désavoué. Alors que Déon a toujours servi, et c'était un homme hors pair, il a probablement d'ailleurs très très mal pris, d'autant plus qu'on envoie le comte de Guerchy, qui était un des partisans d'Autichan, en tant que ministre. Guerchy déteste Déon, ils peuvent plus se saquer, et Déon est nommé secrétaire, du coup, officieusement, pour continuer ses plans d'invasion. Mais du coup, Déon le prend très mal. Et le 4 novembre 1763, Déon est rappelé à Paris parce qu'ils n'arrêtent pas de se chamailler, que Guerchy fait des procès à Déon pour essayer de le faire assassiner, enfin voilà, il y a plusieurs tentatives d'assassinat, il y a des histoires du Guerchy qui coupe les vivres de Déon, qui l'empêche de vivre, de payer un loyer, etc. Louis XV va, avec le retour de Déon, abandonner le projet de l'invasion de l'Angleterre, puisqu'il se lance dans une campagne qui est tout autre, c'est le projet d'indépendance des États-Unis, qui se synchronise, puisqu'on est en 63, la guerre d'indépendance commence à prendre de l'effet dans les années 60, mais du coup, lui, il projette un petit peu petit à petit, et d'autant plus qu'à ce moment-là, on a des conflits dans les Indes qui apparaissent, qui vont finir dans les années 70. En 1775, Beaumarchais, membre du secret, essaye de récupérer l'ensemble des plans et Déon va s'y refuser puisqu'il va demander une compensation. C'est pas normal qu'il ait bossé 6 mois comme un malade, qu'il ait fait un truc génial qui ne peut que marcher et qu'on le désavoue et qu'on l'envoie croupir, vivre toute seule avec sa pension et l'éloigner de Versailles. Et du coup, il envoie paître l'espion du roi. Et là, c'est le drame, puisque le roi dit non, en fait, t'exagères. Et Déon va lancer un scandale en disant qu'en fait, il a toujours été une femme et qu'il avait réussi à tromper tout le monde. Voilà. Donc je rentrerai pas dans le détail, mais c'est la fameuse naissance de l'histoire du Déon, est-ce un homme ou est-ce une femme, avec des procès l'obligeant à être habillé en femme, puisque du coup le roi va dire puisque tu as toujours été une femme, maintenant tu seras obligé d'être en femme. Déon le prendra mal. Enfin bref, on rentre dans un cercle vicieux qui finira par le laisser mourir habillé en femme. Et je vous rassure, pour avoir vu les croquis de l'autopsie, c'est bien un homme. Parce que Georges III, pour vérifier, parce que Georges III était persuadé d'avoir eu un petit bâtard, que sa femme avait eu un petit bâtard avec Déon, a voulu vérifier si c'était bien un homme ou une femme, et du coup avait fait l'autopsie du sexe de Déon, et au British Museum est conservé cette sanguine. Voilà, donc on sait aujourd'hui que c'était bien un homme, il n'y avait pas quelconque malformation, hermaphrodite ou que sais-je. On viendra aux questions après. En 1777, suite au scandale de son travestisme, il est désavoué définitivement par le pouvoir royal, qui l'habille en robe à Versailles. Ça, c'est Marie-Antoinette aussi, qui, pour la cause féministe, va se dire « il me faut une femme à l'état-major ». Quoi de mieux que du coup Déon, qui se prétend être une femme et qui a déjà eu des reconnaissances pour des faits d'armes extraordinaires, du coup pour représenter la cause féminine. Déon le prend tellement mal qu'il est définitivement écarté du secret du roi, et même limite de Paris. Alors, il essaye d'aller en secret aux Amériques, avec Lafayette, qui était dans le secret du roi et qui le connaissait, mais Louis XVI y met fin, et Déon est exilé à Tonnerre. C'est donc entre 1789
en 1779 et 1783, que Déon vit à Tonnerre, une vie de grand aristocrate euh, en exil, avec un rythme qui n'est pas du tout le rythme tonnerrois, adore boire, etc. Mais il n'y a plus de vie dans le secret. Il est autorisé à retourner à Paris en 1783, mais lorsqu'on lui redemande de se pointer en robe à Versailles, il refuse d'agir en politique. Enfin, il fait une esclandre et le roi refuse qu'il fasse à nouveau quelconque action en politique. Et Déon est obligé de rentrer en 1785 à Londres pour finir de régler les problèmes, notamment qu'il n'a jamais clôturé son loyer. Bah oui, parce qu'il avait été rappelé à Versailles en urgence, et qu'à l'époque il était encore dans le secret, donc c'était... Voilà. Il se rend compte que bah, du coup il n'a pas les moyens pour payer ses dettes, donc il se sépare de ses 8000 livres de bibliothèque, puisque du coup c'était aussi un grand collectionneur. Il publie sa première autobiographie, donc Les loisirs du chevalier Déon, afin d'essayer de subvenir à ses besoins. Le roi lui accorde une petite rente, le roi Georges III lui accorde une petite rente, non Georges II pardon, lui accorde une petite rente afin que Déon survive quand même, puisque compte tenu eu égard de son statut de diplomate passé. Et chose amusante, le 9 avril 1787, alors âgé de 60 ans, Déon, habillé en femme, du coup obligé d'être habillé en femme à cause de cette histoire de probable bâtard, bat en duel le chevalier de Saint-Georges, qui lui, à 20 ans, était réputé comme étant la plus fine lame de la Révolution, enfin à l'époque du coup du règne de Louis XVI, et va le toucher par 7 fois sans que Saint-Georges ne le touche, ce qui est un exploit, d'autant plus qu'il est habillé en femme, qu'il a 40 ans de plus que lui, et ce qui en fait du coup le bretteur incontesté, en tout cas de l'escrime française du XVIIIe siècle. En 1792, Déon demande à être réintégré en France pour la servir et servir le roi, en sachant qu'en 92, le roi est mort, mais du coup c'est servir Louis XVII, parce qu'on ne sait pas encore que Louis XVII a disparu, et donc il fait une missive énorme de 15 pages, disant qu'il veut par-dessus tout servir la patrie et son monarque. Il n'y a pas de réponse de l'Assemblée nationale, et ses affaires en France, par la suite, sont saisies, puisque bien entendu, il avait épousé une cause monarchique. Euh, et donc, il finit obligé d'être en Angleterre, dans la plus grande misère, en organisant des duels qu'il gagne quasiment à chaque fois, qu'il ait la tuberculose ou non. Il finit complètement grabataire en 1810. Avec sa deuxième autobiographie quasiment finie, qui est publiée peu de temps après sa mort. Voilà. Donc là, on a effectivement fait un bref résumé de la vie de Déon. Bien entendu, il faudrait un livre de 6000 pages pour raconter en détail tout ce qui s'est passé. Alors maintenant, revenons un peu au secret du roi, puisque du coup, j'ai sauté quelques étapes, hein, notamment... on a sauté la période qui se passe après l'invasion de l'Angleterre. Il se trouve que le marquis de Choiseul, qui était ministre de la guerre, enfin, qui était le ministre qui dirigeait la guerre, les affaires étrangères et la marine, donc en fait il y avait 3 ministères sous sa houppe, va être désavoué dans les années 1760-68 je crois, justement parce que trop de pouvoir s'est mis en greffe la Pompadour, parce que bien entendu la Pompadour s'était mêlée de choses militaires et avait notamment fait perdre quelques batailles un peu décisives dans les colonies, hein, nous a fait perdre le Québec entre autres. Et donc Choiseul s'était un peu fâché, et la Pompadour a obtenu son renvoi. Tout simplement. Choiseul disparaît, du coup il y a 3 ministères libres. Or, ce qui était bien avec Choiseul, c'est que Choiseul était au courant du secret du roi, mais n'en voulait pas. Donc il y avait réellement une entente, et Choiseul pouvait envoyer des émissaires pour le secret du roi sans qu'il y ait de problème. Là, le roi se retrouve face à un sujet où il est, à une situation où il est contraint de choisir 3 ministres: d'Argenteuil pour les affaires étrangères, Monténard pour l'armée, hein, pour le département, le ministère de la guerre, et pour la marine, il va choisir Terray.
Terré ou Tercier, je sais plus. Désolé. Et cette situation, ça va durer 4 ans à peu près, 5 ans, et va s'appeler le fameux triumvirat politique, qui va être la phase décisive du secret du roi, puisque ces 3 ministres vont tous se mêler du secret du roi indirectement, notamment nominer des espions, enfin envoyer des espions avec l'accord du responsable de l'époque du secret, qui va après être récupéré par d'Argenteuil. Et il y a notamment l'affaire Dumouriez. Dumouriez est envoyé pour aller espionner l'Angleterre au nom des colonies, enfin pour essayer de contrer l'armée des Amériques. Et il va se retrouver en fait balancé entre 3 ministères. Et d'Argenteuil va venir se plaindre, va essayer de monter une espèce de chantage aux 2 autres ministres, ce qui va finir par un énorme procès qui va faire l'esclandre totale et aboutir en 1774 à la révélation de l'existence du secret du roi. Donc quand même, faut se dire que 1722 à 1774, c'est le plus grand secret. C'est génial. 42 ans de secret, enfin je suis nul en maths, 52 ans 52 ans de secret, c'est quand même énorme. 52 ans, le plus grand, voilà. Et Dumouriez va voir, du coup, être envoyé dans les Indes pour calmer la situation, parce que bien entendu, du coup, il a été repéré aux Amériques, et en 1771, 72 et 73, 74, 75, 76, il va grandement participer à nos victoires dans les Indes, notamment la paix avec Mysore. Et là, tout à l'heure, on disait que l'Angleterre nous avait pourrave au niveau de la marine. Là, cette fois-ci, c'est à nous de les pourrave, puisque nous allons, grâce à la négociation d'un port d'ancrage, qui est du coup le port de Mysore, renverser la marine anglaise et donc leur bloquer la route des Indes. Voilà, c'est pour ça que on le voit notamment dans Pirates des Caraïbes, je ne sais pas si c'est une grande référence, mais c'est pour ça qu'il se développe beaucoup plus du coup dans le côté Pacifique et Atlantique, est de l'Atlantique, puisque en fait ils ont perdu l'accès aux Indes, à Pondichéry, etc. Voilà. Surtout que les Indiens, la plupart des Maharajas détestent les Anglais, notamment par l'occupation qu'ils ont. Voilà. Ce qui va d'ailleurs conclure une des plus amusantes alliances que Louis XV aura faites, puisque ce petit Nawab de Mysore, donc petit prince, c'est un peu le prince de Monaco, va faire une paix éternelle, va signer un traité de paix éternel et inviolable avec l'État français, enfin avec le Royaume de France. Voilà. Qui du coup, même si Mysore n'existe plus, n'est pas violé aujourd'hui d'un point de vue juridique. C'est un petit détail un peu cocasse. Voilà. Donc j'en ai plus ou moins fini, puisqu'entre 74 et 89, le secret n'est pas si actif que ça. Il est très investi justement dans l'indépendance américaine. Mais voilà, on n'en sait pas tant de choses que ça. On sait que Lafayette et Beaumarchais y étaient, que Montmorency, le deuxième duc de Montmorency, un des fondateurs de Cincinnati, a vraisemblablement plus ou moins été, alors on ne sait pas s'il était réellement du secret ou s'il a côtoyé et encouragé et aidé la chose. Toujours est-il que lors de l'immigration en Angleterre de l'aristocratie française, le secret du coup est dissous et sera repris pour les institutions par Fauché sous Napoléon. Voilà. Et donc j'en finis là, puisque je ne ferai pas de... Voilà, je resterai dans l'Ancien Régime. Est-ce que des personnes ont des... Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais est-ce que des personnes ont des petites questions ? Ouais. Finalement, le bâtard, c'est un bâtard de Théo ou... Non. Alors Georges II est complètement fou. Georges II est fou. Il est persuadé que
il y a des assassins partout, il est persuadé que sa femme le trompe et que lui est stérile. Non, vraisemblablement, en plus, c'est quand même le portrait craché et tout, mais il va quand même faire enfermer son fils. Ah oui. Enfin, ça, c'est dans l'histoire, il le fait enfermer, il le fait refuser au Parlement. Georges III a mis du temps à récupérer le pouvoir. Après, a raison, quand il sait qu'il y a un travesti dans sa cour qui met en place un plan pour le capturer avec 1000 hommes, il y a des Non, raisons. il n'y a pas de travesti à l'époque, il était en Europe. Oui, non, mais il était persuadé Oui. chez les Anglais. Ah, C'est là qui est amusant. Mais enfin bon. Alors désolé pour là au cours de l'exposé, j'ai un peu confondu Georges II, Georges III par-ci par-là. Hein. Les dates à peu près, c'est Georges Ier, c'est 1705, 1740 à peu près. Georges II, 1740 à 1780, on va dire. Et Georges III, 80 à 1726 ou 27. 1826 ou le 27. chevalier voilà. Léon, il n'a eu Il aucune côtoie les deux. descendance. Ah oui, Bâtard. Il est pas Vraisemblablement, bâtard. alors, dans son autobiographie, quand il sème le doute, il met beaucoup de choses, et notamment, il insinue que son seul plaisir à travers ce monde, c'est de se travestir et de faire croire aux autres qu'il est d'un sexe ou d'un autre. C'est ce qui d'ailleurs va faire naître l'expression déonisme. Il faut savoir quand même que, comme il écrit son autobiographie au moment où il est à fond pour lancer du scandale en France, Ah oui. on peut remettre en question beaucoup de choses. Après, d'un point de vue technique, c'est ce qu'il a écrit. Il y a des lettres qui disaient que vraisemblablement il était mou. Donc ça veut dire généralement que c'était quelqu'un qui était pas, voilà, qui ne courait pas après la chair ou voir qu'il était impuissant. Voilà, après c'est beaucoup de choses qui sont sorties après sa mort ou après son exil. C'est compliqué, en tout cas on ne lui connaît pas de descendance. Il lègue tout à son neveu, qui est aussi un déon, mais qui n'est pas un déon de Beaumont, et notamment du coup il lui lègue l'hôtel du Chevalier. Voilà, et ça va passer dans les Lecours de Beru, je crois, puis revenir dans les déons. Enfin bref, voilà. Mais voilà, il n'a pas de descendance à proprement parler. Concernant les plans pour prendre l'Angleterre, on a des rapports. Ils sur les existent, plans. ils sont conservés aujourd'hui à la BNF ou aux On Invalides, je peut ne les sais plus. consulter. Alors, Philippe Ruitt, donc, créateur du musée du Chevalier Déon, dont je vous invite à aller voir parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a notamment pas mal de robes, notamment une dessinée par Rose Bertin, qui est la designeuse, enfin la modiste de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette avait fait faire une robe sur mesure pour Déon en 1783. Oui, il a pu les consulter, mais je pense que s'il faut avoir une demande particulière, de toute manière, les plans de la Tamise ont légèrement changé, enfin les architectures, etc. ont beaucoup changé. Mais il avait aussi notamment signalé des failles dans le système français. Ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il avait trouvé des failles dans certaines forteresses françaises, notamment Saint-Malo, qui sera perfectionné par Louis XV. Louis XV va y rajouter une digue pour empêcher les navires d'aller bombarder. Sur les conseils ou. Alors, peut-être pas que ce Déon, mais je sais que Déon va dire de Saint-Malo qu'il est facile, enfin qu'il est aisé de bombarder la ville et de passer la muraille. Et Louis XV va y faire construire une digue pour que les navires se mettent plus loin. Ce qui fait que Saint-Malo devait être accessible en barque et les navires étaient beaucoup plus loin. Voilà. Est-ce que ça aurait coûté cher au roi d'accéder à la demande d'Éon d'envoyer 1000 hommes Alors, vraisemblablement pas si cher que ça. Bon, 1000 hommes, ça coûte cher en soi, mais c'est rien par rapport au quota militaire de l'époque. Enfin, l'Ost, les régiments à cette époque, c'est de 750 hommes. Donc, t'envoies un régiment et demi en soi. Hein. 2 régiments si tu veux être L'armée sûr. française, c'était combien à l'époque par exemple Ah bah, la guerre de 100 ans, c'est 40 000 hommes, Oui, à l'époque. 40 000 hommes en mer et 80 000 hommes en terre. Ok, mais à l'époque de Louis XV. Oui, bah la guerre de 7 ans. Ah oui, c'est Pardon, désolé. La La guerre de 7 ans, donc c'est la guerre juste avant. Ah oui. Déon prévoit ça après la défaite. Donc on sait qu'il y avait... on a une centaine de milliers d'hommes, on n'est pas à 1000 hommes près, tu vois. Mais il n'y a pas un traité de paix qui empêche la France de faire ça? Non, dans le traité, justement, il y avait plein de concessions, mais il n'y avait pas... Voilà. Puis Déon, de toute manière, Louis XV voulait justement faire un contre-traité. Ah oui. Il a kidnappé le roi signait une reddition, et Louis XV récupérait tout ce qu'il avait du coup concédé pour la guerre de Mais 7 ans. c'est pas reconnu par le droit international, parce que quand il y a eu François Ier qui avait été kidnappé par Charles Quint à la suite d'une bataille,
il a signé un traité qu'il a dénoncé après en disant que j'étais sous contrainte. Ouais, mais enfin, il a quand même été contraint de rester à Paris. Puisque c'est les Parisiens qui ont payé la rançon. Oui, Et ils ont payé la rançon, il mais... s'est installé pas loin de Paris, il a créé Fontainebleau alors qu'il voulait s'installer à Chambord. Et pourquoi? Parce qu'il est revenu sur sa parole? Parce que les Parisiens ont dit, on a payé ta rançon, maintenant tu t'installes à Paris. La cour ne doit plus être itinérante. Donc François Ier n'a pas tout gagné. Non, mais je veux dire, Charles Quint voulait des concessions, il les a pas eues, parce qu'il les a fait promettre quand il était prisonnier, quand il n'était pas plus prisonnier, il a renoncé. Enfin, il Après, a la renoncé- diplomatie a beaucoup évolué, donc Ah oui, là-dessus, là-dessus, je suis pas capable de dire exactement ce qui était possible ou pas. Je sais que ces plans-là sont connus, il y a une quarantaine de cartes, et que c'est considéré pour l'époque comme étant un prodige technique. Mais voilà. c'était fait. Les Anglais ont utilisé cette carte-là et ces plans. Et Bah, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce que Les c'est- Anglais pensent- n'en ont... Ah, aujourd'hui tu veux dire? Oui. Alors, Est-ce que il c'est- est communément admis que Déon aurait pris Londres. Ah bon? Ah, Il les est Anglais, communément admis Ah, il aurait que ce plan, alors, Par il les aurait Anglais. pris, c'est dur à dire, mais ça pouvait marcher, plausible. que c'était plus que possible et que ça avait été hyper bien travaillé. Mais il te montre les failles pour prendre les forteresses dans la nuit. Hein. Oui. C'est-à-dire que la tour de Londres, il arrivait, il savait par quelle porte rentrer, parce que telle garde était à bourré telle... à telle heure. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Et les Anglais, alors, ils pensaient vraiment que c'était faisable. Alors, les analyses au XXe siècle, Par effectivement, rapport à la- ont montré que c'était plus que faisable et que ça aurait été un coup de maître. Ouais. Alors, Louis XVI détestait Déon. Enfin, Non, détestait Louis pas... XV ou Louis XVI? Non, je parle de Louis XVI. Louis XVI. Ah oui, sous Louis XVI, il est discrédité. Bah oui. Enfin, c'est pas tout à fait Louis XVI, mais il déteste pas tout à fait, pardon, mais il ne le porte pas dans son cœur et d'ailleurs ne le fera jamais revenir réellement en politique. Déon, il a connu aussi vite la gloire qu'il a connu Mais pourtant, il était La défiance, efficace en c'est- fait quand Je on me voit permets son de me parcours. servir, je vais devoir, Ah, mais je vais c'est- devoir bientôt c'est une laisser. bête de scène. Hein. Il n'y a pas de souci, serre-toi bien. C'est une furie, Déon. Attends. En d'autres temps, je pense S'il y a qu'au pas Moyen-Âge, une- un mec de ce talent-là aurait fini par conquérir une province et ce serait. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va publier en 79 sa généalogie, c'est parce que il a besoin de quand même légitimer un saint ancien et pas une petite noblesse de robe notable de tonnerre qui du coup n'aurait pas sa place à la cour. Hein, c'est un de ses moyens pour essayer de revenir. Attention en t'asseyant. Hein. D'autres questions? Merci. Donc le plan était. Est-ce que pourquoi les autres, par exemple Napoléon ou d'autres suivants, voulaient faire des invasions? Mais, Ah oui, Napoléon avait prévu un sous-marin d'ailleurs. mais ils ont pas repris ces plans-là? Je suis incapable de dire, je pense qu'ils étaient devenus obsolètes. Oui, d'autant, oui, parce que c'est un peu- D'autant plus que Napoléon a quand même quelques ennemis ex-français. Enfin, Ah oui. attention en t'asseyant. Ah oui. À Londres. Oui. Et que du coup, ça aurait été quand même compliqué. Mais Napoléon avait. Enfin, c'est pas tant concentré que ça. Enfin, il avait quand même beaucoup de choses à gérer quand même, malheureusement. Les choix Léon, t'es vraiment. En fait, il y a deux choses. En tant que diplomate, il est compétent. Est-ce que t'es plus compétent que la moyenne ou pas, objectivement? En tant que diplomate, alors, pour mettre les choses en contexte, dans les années 1750, Choiseul met en place une politique de patriotisme. Le terme patriotisme, d'ailleurs, naît de ça. Et fait une espèce d'appel. Les diplomates à l'époque étaient des gens très discrets, qui étaient reçus, et qui faisaient de la petite mondanité. Déon, au contraire, il reçoit, il se fait des potes autour d'un verre, et il tisse ses fils. Ce qui en a fait en fait un ministre, un plénipotentiaire, puisque c'est des ministres, actif. Ce qui en a fait un instigateur en fait. Pardon, un intrigant, enfin quelqu'un qui crée l'intrigue. Voilà. Bon bah en tout cas merci, c'était franchement très intéressant. Oui, c'est une période de l'histoire que je connais. Bon, le Je connais Société très des Rois, peu. c'est très peu connu de toute manière. Ah, je Et je préfère rappelle non plus cette. antiquité